Un, deux, Bonjour. deux. Bonjour. Oui. Ah. Bonjour, Michel Desjardins. Bonjour, Claude Champagne. Alors, ça nous fait plaisir d'être ici après-midi avec vous. On nous a dit, il paraît qu'on a un accent. Alors, on va essayer de composer avec les accents respectifs. Si jamais ce n'est pas clair, après la pause, on prendra le temps d'expliquer nos accents ou nos expressions. Alors, on a convenu en tout début de se présenter mutuellement. Alors, je vous présente Claude Champagne, qui est l'auteur, un des co-auteurs de la méthode de groupe de co-développement et qui est aujourd'hui avec moi pour animer cette rencontre-là. Merci, Michel. Donc, je vous présente Michel Desjardins, qui est un complice de longue date, d'à peu près 25 ans d'histoire ensemble, à animer des groupes de co-développement et autres aventures. Michel est le premier président de l'association, président fondateur de l'Association québécoise de co-développement professionnel. On est vraiment très content d'être ici avec vous cet après-midi, un peu fébrile. Je ne suis pas habitué de m'adresser à un si large auditoire. J'aurais le goût de descendre avec vous pour qu'on puisse jaser, comme on dit au Québec. Mais je vais rester ici. Et comme disait Michel, il paraît qu'on a un accent. Le premier Breton que j'ai rencontré en France il y a 45 ans me disait « Je ne vous comprends pas, monsieur, mais je pense que vous parlez du vieux français. » Alors, vous saurez nous dire. On est très heureux d'être ici avec vous pour souligner les 20 ans de la publication de notre livre, en fait, sur le groupe de co-développement professionnel. Donc, une approche qui tient la route de plus en plus et qui trouve de l'écho, je crois, chez vous aussi de plus en plus. Et peut-être pour préciser que je disais que Claude est le co-auteur. Alors, les deux auteurs ont des noms un peu festifs, Paillettes et Champagne. Et merci à vous, cousins français, qui nous avez fait prendre conscience de ça, parce que pour moi, Paillettes, ça s'écrivait Y-E-T-T-E. Au début, je n'avais pas vu l'allusion. Alors, pour vous connaître un petit peu avant de commencer, j'ai quelques questions pour vous. Ici, dans la salle, combien de personnes est manager? Levez la main. C'est bon? Au Québec, on dirait gestionnaire. Merci. Consultant. OK. Enseignant. Ah, OK. Chercheur. Trouveur. Trouveur. Praticien-chercheur. En fait, nous, c'est aux praticiens-chercheurs que l'on s'adresse. Il y en a une derrière. On va vous regarder comme il faut. Des gens qui veulent réfléchir sur leur pratique professionnelle et améliorer leur pratique professionnelle, quelle qu'elle soit. Autre catégorie non nommée. Chercheur d'emploi. Autre catégorie, ça va? Donc, on va vous connaître un peu comme ça. Qui a effectué une belle rencontre aujourd'hui lors de la journée? Oh! Nous autres aussi, hein? Oui. Ouais. Qui est prête à explorer de nouvelles façons d'apprendre et de collaborer? C'est le thème de On de est la dans la rencontre. bonne Oui. salle. Et qui connaît déjà le groupe de co-développement professionnel? Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous voulez savoir quoi? Je perfectionne et approfondir. D'accord, OK, on part de là. Alors, l'objectif de notre rencontre, il nous reste 55 minutes, ça va être en mode interactif un peu, informatif aussi, et de démonstration, parce qu'on va tenter le défi de recréer, pour fin de démonstration, une séquence de rencontres de groupes de co-développement. J'ai vu qu'il y avait des consultants dans la salle déjà. On vous mettra à contribution, des praticiens-chercheurs, on vous mettra aussi à contribution pour faire cette démonstration. Bien sûr qu'il n'aura pas le niveau d'approfondissement de ce qu'on fait habituellement, mais comme valeur démonstrative, ça sera assurément très intéressant. Alors, la prochaine année, peut-être c'est nous qui contrôlons la diapo. Hein? Michel, qu'est-ce que tu as fait avec la zapette? Ah! Je l'ai caché. Donc, une nouvelle forme de coopération et d'apprentissage. Nos intentions, c'est de vous parler de l'origine de la méthode et de vivre ensemble une séance de co-développement professionnel avec illustration des impacts, des conditions de succès et des applications potentielles. La tête dans les nuages et les pieds sur terre, ça illustre un peu des dynamiques de l'approche. Une pratique de formation, en fait, et de gestion québécoise
à l'interface du pragmatisme nord-américain et de l'intelligence cartésienne française. Ça ne pouvait pas naître ailleurs qu'au Québec. C'est un groupe de personnes donc, qui s'entraident dans leur autodéveloppement respectif. La notion de groupe est importante autant que de co-développement. Et quelques éléments de définition, essentiellement, imaginez 4 à 8 personnes qui se rencontrent sur une base régulière pour échanger ensemble sur un morceau de leur pratique professionnelle. À chaque rencontre, les participants vont être amenés à exposer, c'est-à-dire un des participants sera amené à exposer un projet, une préoccupation, un problème, un défi qu'il rencontre dans son métier. Et les autres personnes vont prendre une posture de consultant, de coach pour l'aider à évoluer par rapport à cette problématique, ce projet qu'il va avoir défini, construit avec ses partenaires et pour lequel il va se donner un plan d'action pour la suite. Donc, le moyen privilégié, c'est l'exercice de consultation structuré, simple, mais rigoureux et finalement assez puissant et efficace. Les origines, en fait, un produit du terroir québécois, comme le sirop d'érable presque. En fait, on pourrait dire qu'une partie de l'origine de notre approche vient de la Révolution tranquille qu'on a connue dans les années 60 au Québec, où il y a eu une grande démocratisation dans nos institutions, un type de participation nouveau qu'on ne voyait pas, de collaboration entre les gens. Et c'était un terroir très fertile à l'élaboration du groupe de co-développement. On a rencontré, en personne presque, ces gens qui nous ont influencés, Socrate, Kurt Lewin, le père de la psychologie sociale, Reginald Rivens, qui a travaillé sur l'action learning, Argyris Schoen, Václavic, mais surtout, dans mon cas, Yves Saint-Arnaud, psychologue québécois, qui a développé ce qu'il a appelé la praxéologie, et Adrien Payette, qui mettait la paillette dans les choses, qui était professeur de philosophie à l'origine, mais professeur de management aussi, et qui a insufflé dans sa pratique à l'ENAP une nouvelle façon de transférer les apprentissages, d'apprendre avec les étudiants à partir de leur cas personnel. Alors, en fait, le groupe de co-développement émerge d'un besoin de stratégie nouvelle. On disait ça il y a 20 ans, puis c'est encore assez pertinent. L'environnement est complexe, les changements sont nombreux, sont rapides. Le savoir évolue aussi très rapidement et ça nécessite des nouvelles façons d'apprendre et d'interagir. On se rend compte que les gestionnaires, les managers apprennent autant par les mandats, les missions, les problèmes, les bons patrons, les mauvais patrons, parfois, qui inspirent des façons différentes de voir les choses. Donc, l'apprentissage se fait dans l'action. C'est un des postulats à la base de notre approche. Aussi que l'apprentissage est quelque chose de cognitif, mais bien sûr, donc ça se passe dans la tête, mais ça se passe aussi en relation, donc c'est social, et que chez la plupart des praticiens, il y a un besoin d'être avec d'autres, de réduire l'isolement, que ce soit dans des entreprises, dans des organisations, dans des organisations communautaires. On voit que ce désir d'être avec l'autre nécessite de se créer de ces espaces d'échange. Et enfin, le coaching ne vient pas toujours d'en haut. Et lorsqu'il ne vient pas d'en haut, on peut aller le chercher à côté. Donc, quelques points de rencontre, je vous les ai un peu mentionnés tantôt. Les essentiels du groupe de co-développement, donc, des participants qui sont motivés à améliorer leur pratique professionnelle, quelle qu'elle soit. Ça peut être en management, ça peut être en enseignement, ça peut être on a rencontré des groupes de massothérapeutes, on a même rencontré des groupes de parents qui décident d'utiliser cette approche pour réfléchir sur leur pratique parentale. Et même, j'ai entendu parler d'une école où des enfants utilisaient l'approche du groupe de co-développement. Donc, des gens qui s'engagent, les 4 à 8 personnes s'engagent sur un cycle annuel, généralement d'une année qui peut être renouvelée dans le temps, à se rencontrer sur une base, je dirais, mensuelle, ou à peu près de 4 à 6 semaines, parce qu'on veut créer une dynamique au sein de ce groupe. Et les rencontres, donc, sont des rencontres de consultation où chacun est appelé à se mouiller sur les situations qu'il veut apporter. C'est le principe de l'auberge espagnole. Ce groupe va exister à partir de ce que les gens vont vouloir lui apporter. Donc, il y a une démarche structurée en 6 étapes et un animateur compétent qui facilite l'exercice. Donc, 3 postures, 3 rôles, 3 positions des participants dans un groupe de co-développement. Il y aura les consultants, il y aura le client, et il y aura l'animateur qui distribue, qui sont
dans le fond, des distributions de rôles. Parfois, on ajoutera aussi la posture de l'observateur, surtout si le groupe est un peu plus gros, de façon à ce que ce soit une personne qui prenne du recul sur le cycle de consultation qui vient de se présenter et qui puisse apporter un nouveau regard aux participants à cet égard. Donc, la méthode en 6 étapes, on a une diapo après qu'il est... Non, 6 étapes. En fait, première étape, étape préliminaire, est une étape de préparation où le client est appelé à réfléchir sur le sujet qu'il veut apporter au groupe. Donc, déjà dans cette phase de documentation, de préparation, il y a beaucoup d'évolution parfois qui se fait par rapport à sa problématique. Et ensuite, dans une séquence de 1h15 à peu près, qui est découpée donc en 6 étapes, le client va d'abord présenter sa problématique, son projet, sa préoccupation, ce qu'il veut résoudre. Ça va prendre à peu près 5 minutes. On s'est donné au préalable des règles cependant de fonctionnement au sein du groupe qui vont faire qu'on va avoir créé un esprit de bienveillance, de respect mutuel, de confidentialité, de parler vrai, toutes conditions qui vont aider à s'assurer d'une confiance et d'une profondeur dans les échanges. Donc, première étape, le client présente son sujet. Deuxième étape, les consultants le questionnent pour comprendre, pour documenter la situation, pour comprendre ce dont il s'agit. Troisième étape, le groupe convient ou échange avec le client de façon à ce qu'il détermine le contrat. Et ultimement, c'est toujours le client qui va décider ce sur quoi il va vouloir travailler avec le groupe. Ensuite, c'est l'étape où les consultants sont invités à y aller de leurs recommandations, observations, suggestions, questions d'exploration plus approfondies. Le client écoute, note, intègre ce qu'il ressent aussi par rapport à ce qu'il lui a apporté. Et enfin, à la 5e étape, fait le point de ce qu'il retient des suggestions qui ont été apportées par les contributions des consultants. Dans une dernière étape, l'ensemble du groupe est amené à réfléchir sur ce qu'il a appris, apprécié, ce qu'il se compte appliquer par rapport à l'exercice de consultation qui aura duré donc au tout environ 1h, 1h15. Donc, les éléments de base, c'est l'engagement, l'entraide, le respect, quelques règles que j'ai évoquées qui sont à renouveler au sein du groupe de façon périodique. L'objectif fondamental, donc, est d'aider à apprendre à ressentir, réfléchir, agir et interagir mieux, plus profondément et différemment. Alors, on s'est dit qu'il n'y avait rien pas rien de mieux que de faire une démonstration pour que vous compreniez ce à quoi cela ressemblait, bien qu'on en a fait 2 démonstrations ce matin, mais à votre bénéfice, on reprend l'exercice. Et c'est Michel qui va guider cette partie. Merci, merci. Alors donc, on a identifié un client qui a accepté avec enthousiasme l'idée d'être client. Alors, Édouard, si tu veux venir avec nous. Et, avec enthousiasme et hésitation. Alors, si tu veux prendre siège. Et on aurait besoin de 3 consultants, 3 personnes qui auraient le goût de contribuer à la résolution de l'enjeu ou du défi qu'Édouard veut nous présenter. Alors, il y en avait déjà un que j'avais pointé tout à l'heure. Merci, bravo. J'ai besoin de 2 autres volontaires. Merci. Alors, ça nous prendrait une autre femme peut-être pour équilibrer. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui voudrait venir? Alors. Ah non, Oui. tantôt ils ont discuté qu'elle ne venait pas. Elle ne pouvait pas? Bon, alors est-ce qu'il y a une autre personne qui... Oui, venez. Alors, merci. Alors, je vous invite à prendre siège. Je vais enlever mon porte-document. Alors, je vais expliquer un petit peu le mode de fonctionnement. Merci d'accepter avec empressement cette expérimentation-là. Alors, c'est tout un défi que de faire une séance de co-développement qui habituellement dure 1h15, 1h15, 1h30, et de la compresser en 25 minutes. Alors donc, on va aller à l'essentiel. Je vais me permettre d'intervenir pour faciliter le déroulement puis s'assurer qu'on passe à travers l'ensemble des étapes. Une des règles qu'on trouve très importante, et je ne me souviens pas si elle était dans les règles, c'est la concision. Concision autant pour poser des questions
qu'autant pour émettre des idées ou des suggestions ou des propositions. Alors donc, pour les gens dans la salle, je vous invite à être attentifs à la séance, tant par son contenu que par le processus comme tel. Et après, on pourra partager vos étonnements ou vos commentaires. Et après, on aura aussi une courte présentation sur comment ça s'est déployé, les groupes de co-développement, quel genre d'entreprise, quel genre de milieu utilise le co-développement, quelles sont les conditions de succès. On abordera un certain nombre de thèmes à partir de notre expérience à nous. Alors donc, je vais préciser peut-être que la règle de confidentialité dans une situation de démonstration est assez particulière. Alors donc, quand on est en groupe restreint, on prend le temps de s'assurer de la confidentialité. Je vais le faire aussi, mais je suis bien conscient qu'il y a beaucoup de personnes ici. Alors, si jamais vous avez l'occasion d'échanger sur l'après-midi aujourd'hui, je vous invite à échanger sur plus la démarche que sur le contenu. Avec Édouard, on a convenu aussi, on n'a mis aucun nom de personne, sauf le sien, Édouard. Mais donc, essayons de respecter cette règle-là dans la mesure où c'est à caractère public. Alors, donc, on prend pour acquis que vous êtes adhérent à cette règle-là. Alors, c'est pour les consignes générales. L'histoire que vous allez entendre est vraie. Seuls les noms auront été changés pour préserver les identités. Comme on dit au cinéma. Là. Oui, oui. Alors, si pour les consultants, vous voulez prendre une fiche, pour les consultants, on va les inviter à... on a une fiche réflective et de facilitation pour les séances de co-développement où ça leur permet de prendre des notes sur le déroulement. Puis en même temps, il y a quelques consignes qui rappellent les règles. Et on va donc utiliser ça comme matériel. Et comme ils se sont portés volontaires pour venir ici, ils vont tous avoir droit à un apron de co-développement qui présente les différents concepts là, sur le co-développement. Alors, eux, ce sont des privilégiés, je vous avise tout de suite. Alors, vous pourrez tous prendre un micro. On peut parler sans accent. On peut pas. Oui, avec sans accent. Alors, merci, Édouard, d'avoir accepté de participer à cette séance. Je vais peut-être inviter, dans un premier temps, un petit tour de table, le prénom. Laurence. Soula. René. Claude. Claude va agir comme consultant avec un petit peu d'expérience. Et merci, Édouard. Édouard. Alors donc, on se rappelle que l'objectif de la séance, c'est d'aider, de s'entraider, de t'aider par rapport au sujet de consultation que tu vas nous proposer, mais aussi d'essayer de réfléchir et de voir quels sont les apprentissages, et toi et nous tous, qu'on peut faire à partir de la pratique que tu vas nous présenter. Alors, je vais te laisser 3-4 minutes pour nous présenter ton sujet de consultation. Alors, je vais faire très simple, concision. Oui. Je suis en train de travailler chez un client dans l'élaboration d'une stratégie collaborative, donc quelque chose de très ouvert. On a créé des groupes de 4 ou 5 managers au travers de l'entreprise qui sont en charge de prendre un sujet, de l'ouvrir, de trouver les challenges et de proposer des solutions pour faire bouger l'entreprise. Ça, c'est le cadre général. Donc on leur laisse une grande liberté de remise en question de ce qui existe. On leur laisse une grande liberté de réflexion, une grande liberté d'action. Et c'est le principe fondateur de ce projet-là. Ce qui se passe et qui me pose un problème, et je vous demande de m'aider, c'est qu'ils n'exercent pas ou ils exercent mal cette liberté. Ils se censurent et ils restent timides, ils se limitent dans leur audace ou dans leurs propositions, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Donc ça, c'est mon point de problématique. J'ai déjà essayé pas mal de choses, pas mal de techniques, pas mal d'éléments d'incitation, de bousculage, de décalage, etc. J'ai pas fini le boulot, mais voilà, j'en suis là.
Et dans ces choses que j'ai essayées, beaucoup d'éléments autour de la prise de conscience, c'est-à-dire que vous avez le droit, beaucoup d'éléments autour de la preuve par l'action, ça marche en fait si on fait quelque chose, ça marche, on peut continuer. J'utilise beaucoup de feedback aussi, beaucoup de retours instantanés. Voilà. OK. Et le résultat que tu recherches dans cette situation-là, ça ressemblerait à quoi? J'aimerais provoquer le déclic dans leur état d'esprit et donc dans leur comportement, dans leur manière d'agir, qui s'autorisent à cette liberté. D'accord. Et ce que tu attends des consultants aujourd'hui? Peut-être un peu de partage d'expérience, peut-être des idées qui vont me nourrir dans mon action vis-à-vis d'eux. OK. Merci, Édouard. Ça va, j'ai bon? Oui, c'est bon. Dans le temps, c'est très bon. On va passer à la deuxième étape, qui est l'étape de clarification. Alors, l'étape de clarification, se rappeler qu'on va poser des questions pour essayer de comprendre ta situation, donc de se mettre un peu dans ta peau et dans ta tête, donc pour essayer le mieux possible de t'aider. Et peut-être aussi qu'il y aura des questions qui vont te permettre à toi de réfléchir autrement ou de voir autrement. Alors, je rappelle que quand on pose des questions, on essaie de poser des questions sans réponse induite. As-tu essayé de faire telle chose? Je ne sais pas si vous voyez un peu là, les consultants, ça nous arrive de temps à autre. Donc, évitez ça, avoir donc des questions qui sont plus à caractère exploratoire. Et on va poser des questions sur 3 volets. La problématique comme telle, ce dont tu parles. Le deuxième volet, c'est toi comme personne qui porte ce problème-là. Donc, on va poser des questions sur toi et aussi des questions sur l'environnement ou le contexte. Alors, quand on dit poser des questions sur toi, c'est pour essayer de comprendre comment tu vois ça, comment tu réfléchis. En 20 minutes. En plus court. Alors, c'est des consultants expérimentés. Alors, donc, on va poser des questions de cette nature-là. Et au tout début, on va essayer de poser des questions sur les faits pour bien comprendre. Alors, les questions fermées qui permettent de documenter, de bien comprendre. Mais par la suite, de plus en plus, on va poser des questions ouvertes. Ça va? Ça va pour les consultants? Alors, je vous invite à prendre le micro, puis si vous voulez poser une question, levez la main ou le micro. Vas-y, Laurence. Ces managers-là, qui sont dans des groupes de 4-5 managers, de quoi ont-ils envie? Il faut que je réponde? Oui, oui. Avec le micro. Pour l'instant, et c'est sans doute un des problèmes, ils ont plutôt envie de se protéger et de ne pas trop s'exposer. Même s'ils savent qu'il faut que ça bouge, parce que ça ne peut pas continuer de cette façon-là. Merci. Oui. Ces managers, c'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative de participer à ce projet? Au départ, oui. On a ouvert des espaces de discussion thématiques et on les a invités. On a invité certains à inviter tous les managers à rejoindre et certains ont rejoint ces espaces-là. Donc c'est un acte volontaire, voilà, on ne les a pas forcés. Oui. Est-ce qu'il y a dans le passé de l'entreprise des éléments qui font que la parole soit contrainte? Grave. Peux-tu préciser? Beaucoup de management un peu dur. Il y a beaucoup de temps, mais qui est toujours présent dans les esprits. Et il peut y avoir des réactions très brutales du management, positives ou négatives, mais très brutales. Okay. Depuis combien de temps, c'est une question factuelle, depuis combien de temps tu es impliqué dans ce projet? Septembre. Cette année. Début septembre. Et quand tu parlais du résultat attendu, tu le vises dans combien de temps? Maintenant? De façon réaliste. Maintenant, non, ça devrait commencer à avoir lieu. Il faut que ça ait lieu avant la fin de l'année. Parce que ça n'est que le début d'une démarche qui va durer 2 ans, 3 ans, où petit à petit, on va, thématique par thématique, faire bouger l'entreprise. Et si le démarrage ne s'opère pas, voilà, ça va bousculer le principe de changement. Est-ce que l'objectif n'est pas trop ambitieux par rapport au contexte? Est-ce que c'est une question un peu orientée? Je t'invite à la reposer autrement. Mais tu as le temps d'y penser, je vais laisser à Claude. Tu as dit que tu as essayé diverses techniques, prise de conscience, preuve par l'action. Peux-tu nous en dire un petit peu plus, prise de conscience en particulier? Comment ça s'est passé?
prise de conscience, c'est leur montrer des exemples ou leur faire vivre des expériences, des moments où ils s'aperçoivent que en exerçant cette liberté, ils obtiennent des résultats qui sont différents, mais sur des choses décalées. Encore plus Pas précisément. avec de la musique, par exemple, avec des moments artistiques ou des moments de discussion, pas des moments qui sont liés à leur boulot. D'accord. Tu as dit tout à l'heure que pour l'instant, ils ont envie, ces managers, de se protéger et de ne pas trop s'exposer. S'ils se sentaient en sécurité, de quoi auraient-ils envie? Fondamentalement, je pense qu'ils ont envie de voir leur entreprise reconnue. Voilà, ils ont envie de voir leur entreprise reconnue par ces acteurs comme étant quelque chose d'agréable à vivre. Aujourd'hui, c'est pas forcément complètement le cas, et c'est ça. Voilà, ça peut être une façon de formuler cet objectif, d'être plus agréable à vivre. Qui et comment ont été déterminés l'échéancier? J'ai pas compris, pardon. Qui a Déterminer l'échéancier du projet. Oui. Quand tu parles du 31 décembre, qui et comment ont été non, déterminés l'échéancier? C'est plus une dynamique qui a été installée avec le président de l'entreprise qui dit tous les 3 mois, on lance quelques éléments de transformation. 3 mois après, on les constate, on les ancre et on recommence. Donc il a l'ambition d'avoir un cycle perpétuel de transformation, de mouvement qui s'installe. Okay. Claude? Quels sont les enjeux pour toi dans leur exercice de leur liberté? C'est de ne pas faire le boulot à leur place. Comme je suis extérieur à cette entreprise et que je les aide à faire ça, ma tentation est forte de leur proposer des idées, des solutions. Et je sais que si je fais ça, ça ne marchera pas. Donc l'enjeu pour moi, c'est qu'ils aient par eux-mêmes les idées de ce qu'ils doivent faire et qu'ils exercent leurs droits par eux-mêmes. Sinon, on va les forcer et ça ne sera pas efficace. Donc si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui arrive pour toi? Je suis triste, je suis frustré. Et je vais travailler avec eux encore plus longtemps. Ce qui est plutôt bien. Comment est né ce projet? Il est né d'une discussion avec le président de l'entreprise qui a une injonction de son actionnaire de produire un plan stratégique à 5 ans et qui a envie de le prendre d'une façon différente à la suite de la discussion qu'on a ensemble. Donc en disant, plutôt que de faire un plan stratégique avec des chiffres et des études de marché, je veux vraiment un projet d'entreprise, un projet qui concerne les gens et l'équipe. Je nous invite dans les prochaines questions à poser des questions sur la personne qui porte ce problème-là, sur Édouard. Tu avais une question que tu voulais poser? Mais la question a en partie déjà été posée, c'est-à-dire si l'objectif n'est pas atteint à la fin de cette année, qu'est-ce qui se passe? J'achèterai du temps. Je réussirai à convaincre je pense que ce ne sera pas trop difficile de convaincre le patron que 3 mois c'est trop court et qu'il faut leur donner encore un peu plus de temps. Et pourquoi en ce moment tu veux à tout prix tenir cette échéance du 31-12? Parce qu'on n'est pas très loin et que je parle d'un des groupes spécifiques, mais vous avez compris qu'il y en a plusieurs. Et il y en a qui avancent très bien et celui-là est en retard. Et je n'ai pas envie qu'ils soient en retard. Okay. Oui, une question de Laurence. Tu as parlé le but, c'est l'élaboration d'une stratégie collaborative. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez 1 heure? On va commencer par 1 minute. C'est une stratégie qui naît de l'envie des collaborateurs et de leur façon de faire naître cet objet ensemble, plutôt que quelque chose qui est conçu, décrété par des entités dirigeantes. Et comme Cet objet, pardon, cet objet, cette stratégie. la stratégie d'entreprise. Donc on l'a fait naître de l'envie des gens collectivement plutôt que de la concevoir du haut vers le bas. Quel est les leviers, selon toi, dans ton expérience à toi, les leviers les plus puissants pour gérer des changements, pour induire des changements?
pour que des changements se réalisent? C'est des leviers qui sont personnels à la personne qui doit changer. C'est-à-dire que ça ne s'impose pas, ça ne vient pas de l'extérieur, ça passe par la prise de conscience, l'intériorisation et le chemin personnel qu'on fait. Donc le boulot qui est le nôtre, il est plutôt de créer l'environnement dans lequel ça va pouvoir se dérouler, plutôt que d'expliquer qu'il faut changer et donc de regarder alors, t'as changé ou pas. Quels seraient les bénéfices, si vous parveniez à ce que vous souhaitez faire, quels seraient les bénéfices pour les acteurs en question? De beaucoup plus, d'abord, aimer ce qu'ils vont faire, puisqu'ils vont créer un environnement qui leur est plus agréable, et puis, ultimement, de renforcer énormément la manière dont ils vont se développer, eux. C'est-à-dire qu'au lieu d'exécuter, ils vont créer l'environnement, ils vont créer le projet, ils vont créer leurs éléments de développement personnel. Okay. Donc c'est très personnel comme démarche. Si on réussit, c'est pour eux que c'est d'abord bénéfique, plus avant de l'être pour l'entreprise. Et c'est tout le pari qu'on prend avec le patron, de passer par cette étape-là pour un développement d'entreprise beaucoup plus efficace, beaucoup plus ambitieux. Merci, Édouard. Je sais que tu veux poser une question, mais je vais t'arrêter. Parce que je dois gérer le temps. Alors, merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres choses d'importantes que tu souhaiterais nous dire avant qu'on passe à la prochaine étape? Non, ça va. Ça va, OK. Alors, on va passer à la troisième étape, qui est le contrat. Le contrat, il s'agit d'établir quelle est ta demande à ce moment-ci. Ça peut être la même qu'au début, comme ça peut avoir évolué suite aux questions. Et un contrat pour lequel nous, on va essayer de t'aider par la suite, de répondre à ta demande. Alors, peux-tu nous reformuler? Habituellement, j'ai un paperboard, là, puis j'écris. D'accord, virtuellement. On va le faire comme ça, virtuellement. Alors, qu'est-ce que tu attends de... Quel est le résultat aujourd'hui que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de tes consultants chèrement payés? Non, mais je vais rester sur ma demande en la précisant peut-être un petit peu. Oui. Partage d'expériences, d'idées, de trucs que je pourrais faire, que je n'ai pas forcément fait, ou que vous auriez envie de faire face à cette situation-là, soit sur moi, dans la manière dont je travaille avec ce groupe-là, soit pour les inciter à réfléchir différemment. OK. Donc, des trucs, des moyens. Des idées, mais des trucs concrets à faire. Des idées qui t'aideraient dans ton cheminement avec ce groupe-là en particulier. OK. Alors, on va passer maintenant à... Est-ce que c'est clair pour tout le monde, le contrat? Quand on est en séance de co-développement, le contrat prend un petit peu plus de temps pour le convenir. On met à contribution les consultants, mais là, on va vite. Merci. Je vais inviter les consultants à prendre 30 secondes individuellement pour noter quelles sont les principales idées qu'on aurait le goût de proposer à Édouard pour l'aider face à sa demande. Tu veux que je chante quelque chose pour... Non ? Alors, le 30 secondes est terminé. On va dans la quatrième étape. Je vais inviter les consultants à déposer sur un plateau, avec générosité et détachement, des idées, des partages d'expériences, des réflexions qui peuvent aider Édouard dans sa demande. Quand je dis avec détachement, au sens qu'on ne fait pas de la vente de notre idée, on la dépose, il prendra ce qui lui convient et ce qu'il compte faire avec ça.
Alors donc, pour toi, je t'invite juste à noter et à ne pas discuter. Peut-être que des idées qui vont être soumises, que tu auras déjà expérimentées, mais note-les par ailleurs. Mais tu retiendras celles qui sont significatives pour toi. Si jamais ce n'est pas clair, bien là, peut-être faire clarifier, mais sinon, d'accueillir sur le plateau. Alors, qui veut commencer? Mixer les membres des groupes, recomposer les groupes. OK. Faire un jeu, travailler sur quelque chose de décalé, un jeu métaphorique qui les sorte de leur environnement. Donc réfléchir en dehors de leur environnement. Je dirais même faire un groupe de co-développement. Oui. Faire un groupe de co-développement, mais peut-être les croiser comme monsieur propose. Merci. Différemment. Claude? Faire un jeu, excellente idée, groupe de co-développement. Mais moi, je dirais dans l'inverse, au lieu de la métaphore, être encore plus concret. Parce que quand tu as dit que les contenus de sensibilisation étaient avec des situations peut-être théoriques, avec la musique, puis tout ça, essayer d'accrocher ça avec des situations beaucoup plus réalistes par rapport au travail, pour qu'ils comprennent davantage des exemples de ce que pourrait être la vraie liberté, hein, jusqu'où ils pourraient aller s'ils imaginaient. Merci, Claude. Pour poursuivre sur l'idée... Peut-être juste lui laisser le temps d'écrire. C'est bon? Vas-y. Pour poursuivre sur l'idée du décalé, leur faire peut-être imaginer une vision idéale, si tout était possible, et peut-être de leur faire imaginer ça sous forme de dessin, c'est-à-dire que pour déverrouiller leur blocage et puis pour libérer un peu l'enfant qui, par le dessin, peut oser des choses qu'ils ne se sentent pas autorisés dans le contexte adulte formaté à exprimer. Je dirais aussi faire par exemple un travail de mandala. Je ne sais pas si on peut, donc tout ce qu'ils peuvent, du collage, même faire une fresque avec l'état d'aujourd'hui et l'état qu'ils imaginent. Donc quelque chose avec la peinture, mais vraiment avec leurs mains, et revenir à l'enfance, quoi, quelque part, pour libérer la créativité chez eux. Merci. Oui, Claude? Tu veux dire plutôt, ils n'exercent pas leur liberté pour de bonnes et mauvaises raisons. Peut-être faire le listing de ce que tu vois, quelles sont ces bonnes et mauvaises raisons, puis valider auprès d'eux comment ils réagissent à cette analyse de la situation. Oui, je peux encore. Ouais, d'accord. En fait, mobiliser le corps, parce que quelque part, je les sens comme coincés, et donc comment faire avec les processus corporels et repérer les blocages dans les processus corporels, mais groupaux. Et il y a des moyens. Si vous voulez, je vous en parle. Après la classe. Ouais. Oui. Travailler avec eux sur leur motivation intrinsèque, personnelle. Et aussi sur la question de quel bénéfice vous pourriez attendre de ce travail-là collaboratif sur la stratégie. Ouais. Donc les aider par des questionnements positifs du type appreciative inquiry, pour ne pas le citer. Moi, je me permets 3 petites réflexions. La première, c'est il m'apparaît y avoir une forme de paradoxe entre la volonté d'en haut et la motivation d'en bas. Alors peut-être juste, si c'est le cas, de voir comment tu traites les paradoxes. La deuxième, c'est peut-être de considérer les résistances de ces personnes-là comme étant des besoins non répondus. Et d'avoir une réflexion avec eux sur quels sont ces besoins non répondus, qui sont peut-être légitimes. Et peut-être la troisième réflexion qui me vient, c'est d'accepter que dans un changement, tout le monde n'est pas à la même vitesse. Il y a toujours une queue dans un train. Et peut-être travailler avec ces personnes-là pour voir pourquoi ils sont à la queue du train et qu'est-ce qu'ils apprennent, et toi aussi, à l'intérieur de ce changement-là.
toi qui es dans le train avant. Il va à la même vitesse, le train en avant, le train en arrière. Oui, c'est vrai. Peut-être aussi travailler sur, enfin, leur présenter un peu c'est quoi le changement même pour nourrir leurs pensées, comment ça se passe et comment on peut quelquefois, que ça prend du temps et où peuvent être les résistances. Et en même temps, en fait, quel pourrait être leur intérêt à ne pas changer? Ouais, dans l'autre sens. Est-ce qu'ils sont libres de ne pas être libres? Je vais t'inviter on arrête. À tout, t'inviter à tout temps. Alors, merci pour ces superbes suggestions. On va aller à l'étape 5, qui est qu'est-ce que tu retiens de ces suggestions-là? Et pendant ce temps-là, je vais t'inviter à les lire et à retenir les idées ou les propositions qui te sont faites, qui font du sens pour toi. Pendant ce temps-là, je vais inviter les consultants à la dernière étape, l'étape 6, à l'endos. Vous avez le bilan de la rencontre qui s'exprime en 3A. Votre appréciation, vos apprentissages et les applications que vous pourriez faire suite à cette séance-là. Alors, on va se donner 1 minute, toi pour ramasser tes idées et nous pour identifier les apprentissages. Tu es prêt, Édouard? OK. Alors, je t'invite, même si vous n'avez pas complètement terminé, là, je t'invite à nous partager ce que tu retiens de cette séance. Dans les idées qui ont été posées gentiment sur le plateau, il y a deux zones dans lesquelles je peux aller plus loin et je peux utiliser certaines de vos propositions. Il y a l'idée de mieux comprendre les raisons qui les empêchent d'exercer cette liberté et peut-être passer par les besoins non répondus. Je trouve que cette idée, elle est intéressante parce que c'est comme un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire qu'on renverse complètement la logique et ça peut donner une ouverture, une perspective qu'on n'a pas forcément abordée encore. Donc ça fait aussi le lien, je pense, avec le travail sur les bénéfices personnels que je peux en tirer si je réponds à des besoins qui sont non répondus. Mais par un autre chemin. Et l'autre, j'aime beaucoup l'idée de l'utilisation de quelque chose de plus corporel, que je n'ai pas utilisé encore dans les décalages et dans les façons de les faire imaginer d'autres voies. Voilà, je ne suis pas allé jusque-là, donc il y a peut-être quelque chose, je sais pas, avec de la pâte à modeler ou de la peinture, des choses très physiques. Merci. Un groupe de co-développement se réunit, Claude le disait, tous les mois. On va se voir dans 1 mois. De quoi tu vas être fier d'avoir fait? Qu'est-ce que tu vas avoir fait que tu vas nous partager avec fierté? Bien, ces 2 choses-là, si j'arrive à les faire avec ce groupe-là. Donc, organiser, tenir le groupe avec moi pendant un après-midi ou 2, à aller explorer ces voies-là. Et vous dire, je l'ai fait. Et voilà, ça a marché ou pas, on verra, mais je l'ai fait. OK. Alors, je ne souhaite pas bonne chance, je te souhaite bon succès. Voilà. Merci, Édouard. Alors, en rafale, c'est quoi le principal apprentissage que vous faites ou votre appréciation sur la séance? Laurence?
J'étais déconnectée. L'apprentissage par rapport à la séance. Ou ton appréciation sur la séance qu'on vient de vivre, en un mot, là. Si quelqu'un veut répondre avant moi. Oui, vas-y. L'écoute L'écoute? OK. et le partage. Écoute et partage. Merci. Le quatrième mur, c'est-à-dire j'avais l'impression d'être que là. J'ai Oui. oublié qu'il y avait ces... OK. Ouais, OK. Merci. c'est- Claude? Ben, tu veux que je parle? Oui. Tu dis d'arrêter de parler. Oui, oui. Non, on a réussi quand même dans des conditions pas faciles. OK, merci. Le fait de ne pas être interrompu quand on s'exprime. Ah oui, OK. Merci. Je vais te laisser le mot de la fin, Édouard. Ben, merci d'abord. Merci de m'avoir invité à faire ça. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Il y a vraiment des choses à prendre. Et c'est un exercice qui est très agréable parce que, comme vous l'avez dit, René, il y a une grande écoute et une grande neutralité bienveillante dans les échanges. C'est-à-dire que voilà, on analyse, on regarde des faits, on regarde des choses qui ont été essayées, on ne juge pas, on n'essaye pas de dire ah bah, c'est nul ou c'est trop bien, etc. Non, voilà, c'est passé comme ça. Et donc ça met une base de travail très agréable. OK, merci. Merci beaucoup. Alors, on applaudit notre client et nos consultants.